Bordeaux Podcast. Les Apicurieuses reçoivent Thomas Cazenave, une émission animée par Sandrine Lajusse. Nouveau rendez-vous pour bordeauxpodcast.com et nouvelle équipe pour cette plateforme de podcast consacrée à Bordeaux, un Bordeaux comme vous ne l'avez jamais entendu ni écouté. Les Apicurieuses, une joyeuse bande de femmes venues d'horizons divers et différents, engagées et impliquées dans la vie de la cité, vont être au cœur de l'actualité. Avec Nathalie, Sylvie, Mélusine et Fabienne, les candidats à la mairie de Bordeaux vont se mettre à table. Une série de podcasts consacrés à ces élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains, où vous allez découvrir ces candidats d'une manière plus personnelle et festive, puisque nous sommes installés à la Réserve, lieu désormais incontournable des soirées bordelaises, accueillis et coucounés par Fred, son irrésistible patron, et toute sa formidable équipe. Chef de file du mouvement Renouveau de Bordeaux, il a été investi par La République En Marche pour partir à la conquête de Bordeaux, cette ville objet de bien des convoitises aujourd'hui. Thomas Cazenave, bonsoir et merci d'avoir accepté de vous mettre à table avec les Apicurieuses. Bonsoir. Autour de vous ce soir, Nathalie, Mélusine, Fabienne et Sylvie qui nous rejoindra plus tard. Des femmes audacieuses, passionnées, passionnantes, des mères de famille, des bordelaises, des néo-bordelaises, des femmes qui s'impliquent dans leur vie professionnelle et dans leur vie privée. Thomas Cazenave, est-ce que vous aimez vous mettre à table à tous les sens du terme ? Oui, d'ailleurs je ne peux pas louper un repas. Voilà, donc c'est très important pour moi. Voilà, donc je tiens à prendre tous mes repas. Donc j'aime me mettre à table. C'est un moment important pour moi. Et là, lors de l'apéro, c'est merveilleux. C'est très bien, on est bien reçus. Quels sont les goûts et les odeurs de votre enfance qui, je le rappelle, est bordelaise, contrairement à ce que certains sous-entendent. Ah, merci de le préciser. Voilà, je suis venu sans mon parachute ce soir, d'ailleurs. Oui, on parle de parachutage, évidemment. Il y a eu Chaban, il y a eu Juppé. Non, mais là, pour le coup, c'est pas la même histoire. C'est vrai que moi, je suis bordelais. Je suis né ici, j'ai grandi ici. En fait, j'ai deux ancres. Une à Bordeaux, du côté de la rive droite. Florac, si j'ai bien... La Bastide, en fait... Au tout premier jour, je dirais, rue de existence. Rue de la Course, à côté du jardin public, la Bastide. Et après, mes parents se sont installés à Florac. Et mon père, de plusieurs générations, ils sont originaires de la Bastide, sur la rive droite. Et du côté de ma mère, le Médoc. D'ailleurs, on est en train de... Je sais pas ce qu'on voit. C'est un petit Médoc ou... Bordeaux. On va commencer. Oui, on va trinquer déjà. Voilà. Santé. Voilà. Merci pour cette invitation. Tout le monde est au rouge en plus, Voilà. c'est ça qui est bien. Et merci d'avoir accepté. Tout le monde est au rouge. Valeur sûre. Et du côté de ma mère, le Médoc et Saint-Estèphe. Oui, Voilà. Et mon grand-père, d'ailleurs, c'est pour ça que je parle du rouge, était petit viticulteur à Saint-Estèphe, dans le Médoc. Donc voilà, maintenant les choses sont claires. Donc voilà, les choses sont claires. Et donc j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, jusqu'à l'université. J'étais à l'université Bordeaux 4, il y avait un numéro à l'époque. Voilà. Et donc... Mais vous ne m'avez quand même pas dit quels étaient les goûts et les odeurs de votre enfance. Alors les goûts et les odeurs, je vais vous dire que les goûts, c'est plutôt du côté du Médoc que j'en garde le souvenir, puisque j'y passais toutes mes vacances, mes étés, et mes grands-parents, à l'époque, aimaient beaucoup la nourriture, du terroir, donc j'ai le goût de l'entrecôte, de la tricandie, voilà, c'est vraiment pour moi... un peu le patrimoine gastronomique et si je veux avoir un goût que j'ai toujours en bouche, c'est quand même ces souvenirs-là, avec mes grands-parents. Qu'est-ce qui vous reste justement de cette enfance qui se passe rive droite, Ouais. dans le Médoc, mais rive droite aussi? Qu'est-ce qui me reste ? Comme tout le monde, beaucoup de souvenirs. Et j'y ai gardé en fait beaucoup de mes attaches d'aujourd'hui. C'est-à-dire par exemple... mes amis, qui sont toujours mes amis les plus proches, je les ai rencontrés au cours préparatoire. Mon copain d'enfance, Vincent, il habite à la Bastide, toujours. Ma grand-mère est à la Bastide, 97 ans, rue Hortense. Donc c'est toujours très présent pour moi, c'est une forme de continuité. J'ai jamais eu l'impression de véritablement, même si j'ai travaillé à Paris, de quitter Donc très cette fidèle ville. en amitié alors. Ah oui. C'est bien. J'ai ça. deux, je vais vous dire, De qualité, juste deux? Non, j'ai mes deux amis d'enfance, Vincent et Sébastien. Vincent, il est là, 35 ans, on était au CP ensemble. On est toujours copains. Et pourtant, la vie a changé. On s'est mariés, on a eu des enfants. Moi, j'ai travaillé
Je me suis éloigné un moment parce que j'ai travaillé à Paris, mais on est toujours restés soudés. Et Sébastien, lui, est à Saint-Loubès. Il n'est pas très loin non plus, et directeur d'école. Quel est le déclic pour la politique qui vous donne le goût de la politique ? Je me suis toujours intéressé à la politique. On évoquait mes vacances, notamment dans le Médoc. J'allais avec mon grand-père à Pauillac, acheter Le Monde à 14 ans. J'ai toujours ce goût de la chose publique. J'ai été fasciné petit, je vais vous dire, par une figure politique que je voyais à la télé. C'était François Mitterrand. Mes parents regardaient et j'étais fasciné par... Vous n'êtes pas le seul, hein. Oui, mais je pense qu'il y a une partie de mon goût pour la politique liée à cet homme que je voyais à travers la télé, quoi. Donc j'ai toujours été attiré par la politique. C'est la première fois que je m'engage sur mon nom, donc je m'en suis toujours un peu rapproché puisque j'ai fait l'ENA, puisque j'ai travaillé avec Sciences Po, l'ENA, à Paris, forcément. Eh oui, j'ai travaillé avec Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Et si j'ai décidé de m'engager auprès de lui, parce que je m'étais jamais engagé en fait politiquement, j'ai jamais été membre d'aucun parti politique, c'est qu'en fait comme je me suis intéressé très jeune à la politique, j'en avais ras-le-bol de toujours voir les mêmes têtes. Parce que moi, je suis d'une génération où on voyait tout le temps les mêmes têtes. Place aux jeunes, quoi, ça y est, vous êtes Ségolène jeuniste. Royal, c'était tout. Non, mais c'est pas jeuniste, c'est de nouveaux visages, quel que soit leur âge. Mais j'avais l'impression d'avoir toujours les mêmes. Et donc, moi là où, alors il se trouve que je le connais depuis longtemps, Emmanuel Macron, parce qu'on a été collègues de travail en fait, on était voisins de bureau. À Bercy. Ah oui, à Bercy. Au début de ma carrière, à l'inspection des finances. Je suis là pour vous rappeler. En sortant de l'ENA, moi j'ai commencé à l'inspection des finances et il y était. Et donc on était voisins de bureau, donc ça date. Et là où, au-delà de l'amitié, moi j'ai été convaincu, c'est qu'on avait vraiment besoin, une nouvelle incarnation, de nouveaux souffles, un renouvellement de la vie politique. Et j'étais séduit par ça. Et c'est ce qui m'a fait, je vais dire, franchir le pas, c'est-à-dire m'engager et ensuite faire sa campagne présidentielle, parce que j'étais convaincu qu'on en avait collectivement besoin. Donc vous avez suivi ses idées, J'ai suivi son cheminement, parce que je veux dire, on a même... donc moi je l'ai rencontré, Emmanuel Macron, en 2017, quand j'intègre l'inspection des finances. Et on a une aventure commune, au-delà de l'aventure professionnelle, c'est qu'il était dans la commission Attali, j'ai travaillé avec lui pour la commission Attali, et j'ai vu aussi se forger ses propres convictions sur sa vision de la transformation de la France. Et d'ailleurs, souvent je dis aux journalistes, relisez le rapport Attali, et vous verrez beaucoup dans le rapport Attali 2007, une grande partie de la vision qu'il a construite et qu'il a proposée aux Français en 2017. Et il n'a pas beaucoup varié. Il y a une vraie colonne vertébrale en termes de vision. Ça n'a pas l'air de vous convaincre, vous faites des yeux, ça se voit pas dans le podcast. Non, mais ce qui m'intéresse, je vous ai entendu tout à l'heure, vous dites très jeune, vous êtes passionné pour la politique. Mais est-ce qu'il y a vos parents qui vous ont inspiré, ils vous ont aidé dans cette démarche, ou c'est comme ça, vous tout seul Alors mes parents n'ont jamais été engagés politiquement. Mon père travaillait au Gaz de Bordeaux et ma mère au Jardin des Fleurs. Et on avait toujours des débats à la maison, on regardait les émissions politiques. Intéressé par la vie. Oui, les repas familiaux, ça a toujours été des repas où on discutait politique. Donc ils étaient intéressés, mais eux-mêmes n'ont jamais eu d'engagement politique. J'ai nourri ça. Lors de notre passage à Florac, moi j'avais écrit au maire en disant je pense qu'il faudrait créer un conseil municipal des jeunes. Enfin, ça m'a toujours un peu... Oui, ça m'a toujours intéressé. Mais quand vous avez rencontré Macron, vous êtes... Vous avez dit tiens, on a le même courant d'idées, ou vous avez senti qu'il fallait... Vous avez grandi ensemble en fait. Vous vous êtes dit il faut que je sois derrière ou à côté, ou peut-être même devant. Non, ça s'est pas fait comme ça, parce qu'au début, en fait, je vous dire, en 2007, quand on fait le rapport Attali, il n'était pas question, lui, pour l'instant, de son engagement politique, donc c'était pas savoir si... Mais il se trouve qu'on était convaincus. Enfin, moi, je trouve que dans la vision qu'on écrivait, qui était écrite dans le rapport Attali, il y avait quand même une certaine vision de la transformation, de la modernisation de la France. Sur le marché du travail, par exemple. Déjà, on écrivait à l'époque... Je m'en rappelle très bien, je vais vous donner une anecdote. Dans ce rapport, moi, j'ai notamment écrit la partie sur l'emploi. Et on disait, une chose qui est nouvelle aujourd'hui, rechercher un emploi, c'est un travail. Et ce qui s'est traduit en 2017, moi, quand j'ai notamment beaucoup travaillé sur la partie emploi-travail du programme d'Emmanuel Macron, on a ouvert le droit à indemnisation chômage aux démissionnaires. En disant, il faut qu'on transforme la logique de l'assurance chômage. Donc, si vous relisez l'ouverture de l'assurance chômage aux démissionnaires au regard de ce qu'on disait déjà dans le rapport Attali, il y a une vraie continuité.
Est-ce que vous préférez la cuisine familiale ou la cuisine politique ? Bon, maintenant, j'aime les deux. Je me suis mis à la deuxième. Mais je veux dire, la cuisine politique, ça en a un peu défrisé certains ici dans mon engagement, qui m'ont tous renvoyé au mécano. Ça, effectivement, ils aiment ça, et les accords et tout ça. Et je crois que j'ai un peu perturbé la vie politique locale, d'une certaine manière, en disant, mais moi, je ne m'engage pas pour faire du mécano. Et donc pas pour faire de la... politique, de la cuisine, pour rester dans le thème. Voilà, donc moi j'ai dit, je pense que Bordeaux a besoin de renouvellement, d'une nouvelle équipe, d'une nouvelle vision, et je le fais pour ça. Est-ce que vous avez occupé quand même beaucoup de fonctions ? Vous êtes proche, vous l'avez dit, Oui. de notre président Emmanuel Macron. Ce qui fait dire à certains que vous êtes un pur produit de l'élite républicaine. Mais aujourd'hui, votre truc, c'est le terrain, et c'est le terrain bordelais. Oui. Non. Mais moi j'ai eu beaucoup de chance, parce que l'école de la République, elle m'a permis d'être là face à vous. Voilà, mes parents, ils n'étaient pas hauts fonctionnaires. Je vous l'ai dit, mon père travaillait au Gaz de Bordeaux, ma mère au Jardin des Fleurs. Et je dois énormément à l'école de la République. Je dois énormément à mes enseignants du lycée Gustave Eiffel en classe prépa, à ceux que j'ai rencontrés à l'école normale supérieure, à Sciences Po, puis à l'ENA. Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant que j'allais être énarque. Voilà. Et non. Il y en a certains qui se réveillent assez jeunes comme ça. Il y en a qui se réveillent et qui tous les matins pensent à être président. Oui, mais donc moi c'est venu un peu comme ça, parce que quand on venait du milieu qui est le mien, déjà vous dites, après le bac je savais pas quoi faire. Je me suis dit une classe prépa c'est trop dur pour moi, donc j'ai fait une classe prépa intégrée à l'université en me disant on verra bien. Puis j'ai eu l'école normale supérieure, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, je passe l'agrégation, j'avais peur de la rater. Et vous avez réussi. J'étais classé premier à l'agrégation en ayant peur de la rater. Et après je me suis dit je pourrais voir autre chose, je me suis arrêté une année parce que je savais plus ce que je voulais faire. Donc je suis parti à Bruxelles, à la Commission européenne, j'ai fait des stages. Et là j'ai vu des gens qui avaient fait Sciences Po Paris. Je me dis j'aurais faire ça. Et donc j'ai fait Sciences Po Paris. Et puis j'étais à Sciences Po Paris, j'ai vu des gens qui passaient l'ENA. Je me suis dit pourquoi pas moi. Donc j'ai passé l'ENA. Mais ça s'est fait. Donc vous êtes un accident. Là, vous êtes arrivé je comme ça. Je veux vous dire non, mais ce qui est certain, c'est que dans les grandes écoles de la République comme à l'ENA, on manque beaucoup de diversité, y compris sur le plan du parcours, de diversité sociale, ça c'est sûr. Donc oui, je suis un produit de l'élite républicaine, de la méritocratie républicaine, même si je reconnais aussi que j'ai eu de la chance. C'est pas que le produit de mon travail, c'est mon travail et puis facteur chance comme tout le temps dans la vie. Mais j'assume ce truc-là, mais j'ai jamais perdu, mon ancrage. Vous citez les exemples de mes amitiés qui sont bien antérieures à tout ça et avec qui je pars en vacances. Enfin, voilà, j'ai pas eu l'impression de me décrocher ni de ma vie, ni de mes amis, de ma famille qui est toujours là. Et... C'est important donc pour vous ça ? Ah ben c'est fondamental. Pour votre équilibre, il vous faut oui, ça. C'est fondamental. Je ne l'ai jamais quitté. Et maintenant vous revivez à Bordeaux avec votre famille ? Oui, non, ma famille, mes enfants sont encore à Paris. J'ai été investi en juillet. Et c'était trop brutal pour les enfants. Je ne les avais pas prévenus qu'ils quitteraient l'école. Et avec ma femme, on a discuté. On a dit, mais est-ce qu'on peut leur faire ça alors qu'on ne les avait pas assez travaillés ? J'étais investi le 1er juillet. Et donc, on s'est dit, on attend un peu. Et donc, on va les rapatrier, entre guillemets. Voilà. Vous allez les mettre dans le public ou dans le privé ? Dans le public. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, c'est ça. Ouais. Public. Ouais, l'école aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est Oui, c'est très compliqué. c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez de l'école aujourd'hui ? De la transmission, de l'éducation, de... Je vous disais, moi je trouve que l'école elle m'a beaucoup apporté avec ma famille. Je sous-estime pas du tout l'apport, au contraire de mes parents et de mon environnement familial. Je pense que c'est un lieu d'émancipation. Je pense que l'école c'est ce qui permet aussi de s'émanciper, la liberté, et puis de se construire. Donc j'y crois beaucoup. J'ai été moi-même enseignant. J'ai enseigné. Vous avez aimé ça ? J'ai adoré l'enseignement. J'ai enseigné à l'université parce que pour financer après mes études, j'étais chargé d'enseignement à l'université Paris 1. Vous aimez transmettre en fait ? Oui, mais je me suis d'ailleurs, même pendant ma vie professionnelle, j'ai toujours été enseignant en même temps. Donc moi j'étais enseignant jusqu'à encore il y a quelques semaines à Sciences Po Paris. J'ai toujours gardé une petite activité d'enseignement. Et vous allez peut-être, si vous êtes maire de Bordeaux, vous garderez... J'ai enseigné là, à Sciences Po Bordeaux. Ces derniers mois, j'ai été donné plusieurs cours sur la réforme de l'État, essayer de transmettre. Non, et je trouve que c'est important de transmettre, et aussi parce que c'est très exigeant d'enseigner. Ça oblige de se mettre au clair. Enfin je trouve que c'est aussi un bon exercice. De remise en cause aussi. Ouais, titre personnel. Donc j'ai toujours aimé ça. Donc la transmission, c'est très important. Les écoles, c'est fondamental parce que c'est quand on veut lutter contre les inégalités, c'est là que ça prend sa racine. C'est pour ça que moi aussi, j'ai beaucoup défendu le projet qu'Emmanuel Macron portait en 2017,
notamment de dédoubler la taille des classes en CP, dans les zones où c'est le plus difficile en REP+, parce que c'est là où tout se joue. C'est là où tout se joue. Puis il y a aussi la ville de Bordeaux qui grandit. Aujourd'hui, des classes qui sont en surcapacité. Oui. En étant mère de famille, on voit bien que nos enfants sont dans des classes plutôt à trentaine plutôt que 25. Vous, à Bordeaux, quel est l'axe que vous donnerez Oui, parce que justement, on va venir à Bordeaux. Oui, bien sûr. Ouais. Tous les gens qui débarquent ici disent c'est un petit Paris. Est-ce que vous allez continuer dans ce sens et nous organiser un grand bordel? Parce que là, franchement, Non, moi je vais vous dire, les écoles sont saturées on comme dit commence à Mélusine. avoir beaucoup de signes de dérèglement ces dernières années. Ça se dérègle, on le voit très bien au-delà de la belle image. Et Bordeaux est une belle ville, on est très bordelais, donc s'est on est réveillé, très en chauvin, donc on défend partout. Et des fois on a du mal à dire, y compris publiquement, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas sur la mobilité, il y a des choses qui ne vont pas sur le logement, et il y a des choses qui ne vont pas sur les équipements publics. Pourquoi ? Et ça fait partie d'un des sujets de campagne, c'est la manière dont on construit C'est notre dîner qui s'est cassé la figure. c'est la manière dont on construit la ville. Moi j'ai dit, je pense qu'il faut construire la ville différemment, c'est-à-dire que quand on construit un nouveau quartier, qu'on fait venir de nouveaux habitants, il faut d'abord avoir créé les conditions dans lesquelles on va bien vivre. C'est-à-dire, c'est très exigeant, mais peut-être ça exige de nous qu'on le fasse moins vite. La croissance de la ville, c'est des équipements publics, c'est-à-dire des écoles, des crèches, des espaces verts, des modalités de transport avant les logements, ou au moins en même temps, et pas après, ou des fois des années après, ce qui fait que pour ceux qui sont déjà là, on surcharge les écoles existantes, où certains sont obligés de mettre les enfants Et dans de plusieurs courir. écoles, de courir, Oui. et j'ai beaucoup d'exemples de ce type. Il y a Par même, exemple, au de même bassin que les à flot. hôpitaux aussi. À un moment donné, les hôpitaux vont être saturés aussi avec toute cette. Ouais, alors derrière les hôpitaux, il y a le fonctionnement de l'hôpital et le lien avec la médecine de ville, c'est-à-dire comment on travaille avec les médecins, est-ce qu'on est obligé de tout faire au sein des hôpitaux, comment on s'appuie davantage sur la médecine libérale. C'est aussi un gros sujet d'organisation des professionnels eux-mêmes pour faire face d'abord des fois aux difficultés de l'hôpital public, mais aussi à la croissance. Donc moi je crois que vraiment il faut pas pousser la boule de la croissance comme ça, se disant on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, et quand on sort un quartier, on doit aussi sortir les équipements qui vont bien. Et on doit être très, très exigeant, notamment on parlait de la rive droite, que je connais bien, qui va accueillir 30 000 personnes. Garantissons sur la rive droite qu'il y aura bien les modalités de transport. Vous voyez, le pont Simone-Veil a été décalé de 5 ans. Est-ce qu'on en tire des conséquences sur le rythme de croissance de la rive droite ? Ou on continue à construire de la même manière ? Alors qu'on sait bien que Simone-Veil décalé, que le pont de Bière va être en travaux pendant 2-3 ans. On ne sait pas s'il va être fermé totalement ou partiellement. Donc moi je pense que c'est une manière différente de faire la ville sur laquelle moi je m'engage. Il y a un problème qui concerne tout le monde aussi, c'est les embouteillages. Je crois que Bordeaux est la seconde ville la plus embouteillée de France. La troisième, je crois. Non, alors non. Ah, on est aux passé. infos Ah. hier, c'était. On est passé second. Ouais. Oui, c'est Ah. bien. Ouais. Mais vous n'allez pas Chic. tous nous mettre au vélo et à la trottinette. C'était quand même son projet. Non. Non, alors je vais vous dire, mon projet Voilà. sur la mobilité, c'est un peu un changement de vision sur la question des transports. À chaque période électorale, on promet une nouvelle infrastructure. 2014, je crois que l'équipe en place avait dit on refera tous les boulevards. Je crois que les boulevards- D'ailleurs, il y a un projet, Oui, moi oui, qui mais habite sur est-ce- les boulevards, c'est en cours. Oui, On non, nous mais a attendez. demandé notre avis. C'est vrai, sur, mais voilà. je vous ne sais invite pas. à relire le programme de 2014. Ouais. En 2014, Oui. le grand C'était- projet c'était structurant, c'était déjà les boulevards, oui, Il ne tout à s'est fait. rien passé. Et là, donc, on voit fleurir au moment de la campagne, mais comme, j'allais dire, depuis 30 ans ou 40 ans à Bordeaux, pour ceux qui ont un peu d'antériorité, en disant, mais oui, il faut un grand contournement, il faut d'autres franchissements. Je vais vous dire à deux choses. Aujourd'hui, tout grand projet d'infrastructure, c'est un minimum 15 à 20 ans. Peut-on attendre 15 à 20 ans ? Moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas, vu les difficultés quotidiennes que ça représente. Je dis pour les Bordelais, mais plus largement, pour tous ceux qui habitent le territoire de la métropole et autour. Et deuxièmement, est-ce qu'on peut se le permettre financièrement ? Parce que c'est un sujet dont on parle peu là, quand on commence à s'engager sur qui veut un pont, qui veut un téléphérique, qui veut encore un tram qui va plus Un loin, métro, qui veut... Non mais c'est quand même un sujet. C'est que... non mais c'est quand même un sujet, c'est comment on finance. On sait qu'on a devant nous tout le financement lié au renouvellement du tram.
La situation financière de la métropole, de Bordeaux Métropole, est en train de se dégrader. Donc moi, je souhaite être responsable en disant, ben voilà, une situation financière qu'on connaît, qu'on doit prendre en compte, et surtout, il ne faut pas courir après les infrastructures, il faut changer notre usage des infrastructures existantes. Elles sont déjà là, des infrastructures. La rocade, par exemple. La rocade. Ah oui, c'est votre dada, ça. Mais oui, mais attendez, c'est symptomatique. On a une infrastructure qui est déjà là, la rocade. Le problème, c'est comment on utilise cette infrastructure. Regardez, combien est-ce que de passagers par voiture sur la rocade? Alors là, Allez, lancez-vous. je sais pas compter. Voilà, 1,1, 1,2, ça dépend. Ouais. Ah, mais t'es forte en chiffres. Moi, je suis une grande. Non, mais entre 1,1. Donc en fait, on a un sujet d'utilisation de la rocade. La rocade, aujourd'hui, c'est un axe autoroutier, je veux le transformer en grand boulevard. Rétrécir la largeur des voies. Sans travaux, et mettre une voie dédiée au covoiturage. Une voie supplémentaire. Réguler le trafic poids lourd aux heures de pointe, comme on le fait le dimanche, en disant il faut peut-être faire prévaloir de temps en temps l'intérêt des Bordelaises, des Bordelais, des habitants de la métropole. Changer l'usage de nos infrastructures. Changer l'usage de nos infrastructures, c'est aussi se dire on en a qu'on exploite peu. Le ferroviaire est là. On a une infrastructure ferroviaire autour de Bordeaux, dans Bordeaux, sur notre territoire. Dans les banlieues, Il faut qu'on Codéran, Pessac, etc., il y a tous des trains et très peu de gens. Moi, j'ai appris par des amis qu'ils arrivaient en gare de Bordeaux, ils prenaient le train pour aller jusqu'à Pessac. Pour aller à Pessac. J'ai découvert ça. Oui, mais je ça, me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il très faut faire. intéressant. Il faut qu'on fasse le RER métropolitain. Plutôt que de s'engager dans de nouveaux projets d'infrastructures très longs à sortir, très incertains, très compliqués, on a une infrastructure, comment on l'utilise différemment? Elle est là, faisons le RER métropolitain. Les rues sont là. Pardon d'enfoncer cette porte ouverte. Non, allez-y. Elles sont là. Comment est-ce qu'on les exploite différemment? Aujourd'hui, c'est l'anarchie. Sur les trottoirs, les vélos, les vélos sur la route, les voitures qui se plaignent, mais les vélos qui ont peur. Donc, moi, j'ai proposé 200 km de pistes cyclables sécurisées sur la métropole. Utilisons différemment l'espace public. Non pas pour mettre tout le monde sur les vélos, mais mettre déjà... Non, parce qu'il y a des gens qui peuvent plus pédaler. Mais mettre déjà... Mon ambition, c'est mettre déjà tous celles et ceux qui voudraient. Oui, mais alors. Toutes celles et ceux Mais qui c'est dangereux, renoncent. les pistes cyclables. Mais non, au milieu c'est de... dangereux quand, comme vous habitez sur les boulevards. Oui, Mais il y a aussi C'est un- dangereux, attendez, parce que c'est Comment très vous important. Vous me l'avez dit en introduction. Non, Non, c'était moi. Mais elle Vous l'avez dit aussi. Je crois que vous l'avez dit aussi. Il écoute. Aujourd'hui, c'est pas une piste cyclable sur les boulevards. Moi, je la prends. C'est hyper dangereux. Ce qu'il faut, c'est une piste cyclable sécurisée, c'est-à-dire distincte de la route. Et je vous promets que quand on aura fait ces 200 km de piste cyclable sur Bordeaux et sur la métropole, vous aurez beaucoup plus de monde à vélo. Ce qui veut dire moins de monde dans le tram, ce qui veut dire moins de monde dans les voitures. Mais saturés, les trams mon objectif, aussi. c'est pas mettre tout le monde sur le vélo. Mon objectif, c'est mettre toutes bien. celles et ceux qui veulent faire du vélo, qui aujourd'hui renoncent. Alors, et vous la mettez où, votre piste? Du coup, vous enlevez des Je suis au regret de vous annoncer que peut-être devant chez vous, on devrait avoir enlevé quelques places de stationnement. Ça, Allez, on santé. attaque le sujet sensible. Oui, mais il faut faire... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Parce que soit, effectivement, vous les faites plus larges, et alors à ce moment-là, il n'y a plus deux voies de circulation Non, pour non, les non, voitures, non, ce on qui peut. fiche un bazar Non. déjà qui est assez suffisant sur les boulevards. sûr. Et sinon, barrière judaïque, il y a rue de la République ou avenue de la République, je ne sais plus comment elle s'appelle, les pistes cyclables sur les trottoirs. Et c'est extrêmement dangereux pour les non-cyclistes, les piétons. On se fait huer par les vélos qui ont tous les droits et qui enquiquinent la terre entière, etc. Et ça m'est arrivé mais plusieurs fois d'aller à la poste, au bureau de tabac, etc. Et d'être empêché par un vélo qui voilà. Et sur le trottoir, c'est pas une solution non plus. Ça peut pas être Mais une non. solution. C'est aberrant de faire des choses on comme ne ça. peut pas laisser cohabiter plusieurs modes de déplacement. Il faut chacun son espace. Faire le pari de on va partager l'espace public pour se déplacer est une erreur. On a besoin On peut chacun peut-être son aussi expliquer aux gens que la rue, c'est pas la guerre. Parce qu'on a l'impression, les vélos Ah, bah, contre c'est les du bon voitures, sens. les Mais voitures... ce que je vous dis, c'est que pour aider ça, pour éviter souvent, comment les nations ont évité de rentrer en guerre les unes contre les autres, c'est qu'à un moment, il y avait une forme de droit international, de règles. Mais là, le problème, c'est qu'on n'en a pas parce qu'on a l'impression que tout est un terrain de conquête. Et donc, si vous voulez éviter ce terrain de conquête, ce Yalta, d'une certaine manière, le Yalta, c'était ça, c'était qu'on s'est réparti le territoire, pour filer la métaphore guerrière. Et donc, moi, je pense que le problème, il est là, c'est qu'il n'y a pas eu de Yalta sur les modalités de transport. Donc, il faut des pistes cyclables sécurisées.
Et là, on peut dire au vélo, c'est ici que ça se passe. Et pas sur le trottoir. Parce que moi, je comprends les parents qui disent à leurs enfants, non, mais sur les boulevards, pour aller au collège, au lycée, surtout, ne prends pas la... Mais je les comprends, ces parents-là. Ah oui, bien sûr. Surtout, tu prends le trottoir, mais je le comprends. Et donc, je comprends aussi celles et ceux qui sont sur le trottoir et qui disent, mais attendez, il y a les vélos qui me passent à côté. Le problème, c'est Mais qu'il là, faut c'est organiser la vraiment des répartition. pistes cyclables qui sont faites sur le trottoir. Donc il n'y a plus d'espace, il y a Il y a les aussi- voitures et plus d'espace pour les piétons. Il y a aussi des choses simples qu'on peut faire qui sont faites dans d'autres pays. Par exemple, c'est des signalisations plus claires avec des codes couleurs. Si vous avez une belle bande, je sais pas moi, bleu d'un côté, vert de l'autre, Ça c'est manque pareil de sur les couleurs. quais. En disant voilà, là c'est l'espace vélo. Il y a des choses des fois simples à faire. Et par contre, il manque des emplacements pour garer les vélos. Ah ça, oui, c'est pas absolument. possible parce Dans qu'on a notre- beaucoup de vélos et peu d'emplacements. Mais Mangez donc pas. ça veut On dire, se ça veut dire gare que vous ne voulez n'importe plus de comment. voitures, en fait, tout ça. Comme- Moi qui suis... Ça gagne de temps. Comme à Paris. Comme à Paris, est-ce que vous voulez nous faire une ville sans voiture? Non, Parce que ça, c'est Non. très embêtant. mais non. Ah non, mais il y a des personnes qui peuvent Il y a des- pas... Ouais. Attendez, il y a des personnes qui voiture. ont besoin de prendre la voiture. Absolument. Mon sujet, c'est qu'il y a des personnes qui pourraient ne renoncer à la voiture si vous avez des alternatives. Transport collectif, vélo. Le nombre de gens qui sont viscéralement accrochés à leur voiture, il n'est pas si majoritaire que ça. Les Bordelaises et Bordelais, ils cherchent le mode de transport le plus efficace. Alors, Bah, c'est-à-dire- les vieux J'ai pas dit Bordelais, tout le monde. Les J'ai dit, vieux je pense que- Bordelais. il y en a qui sont attachés à leur voiture. Donc mon sujet, c'est rendre en revanche plus efficace et faisable d'autres modalités de transport. Pourquoi ? On doit améliorer la qualité de l'air. Moi, je pense à nous, à notre santé, je pense à la santé de nos enfants, de nos Non, mais plus en anciens. embouteillant on est la ville, tous- ça n'améliore pas la sécurité de l'air, loin de là même. Je suis d'accord, mais donc on doit permettre d'autres modes de transport. On parlait des boulevards, les voitures qui sont sur les boulevards. Je suis d'accord, si vous enlevez une voie, alors là, ça va être un bouchon géant. Une ça partie, l'est déjà, donc... vous savez qu'une partie des voitures qui rentrent dans la ville et qui sont sur les boulevards, c'est en fait des personnes qui arrivent de plus loin, qui se rendent à leur travail, je sais pas moi, la cité administrative par exemple, ou qui vont travailler au Chartron et qui arrivent de l'autre côté de la métropole. Ils arrivent près de Bordeaux, passent à Rocade, ils ne peuvent pas poser leur voiture. Ils ne peuvent pas poser leur voiture tout simplement. Les parcs relais sont saturés. Donc les parcs relais saturés, qu'est-ce que vous faites ? Je lui dis, mais je continue. Et puis bon, finalement c'est plus efficace, plutôt que m'embêter à essayer de trouver une place autour du parc relais, soit je vais directement dans les parkings de Bordeaux, soit je vais me garer dans des zones non payantes, donc j'y vais quoi. Il Donc n'y en a c'est- plus, des autres. Et Si, il y en a des zones non il y a- payantes, il y a Codéran, il y a Oui, Saint-Augustin, extérieur. Ouais. Extra Boulevard. Extra boulevard. Je vais un peu changer de sujet, mais qui Oui. nous concerne. Vous se êtes, mange un peu, hein, vous êtes entouré de femmes. Oui. Il y a 7 candidats à la mairie de Bordeaux et 7 hommes, pas une femme. Est-ce que Bordeaux est une ville de machos, contrairement à Paris où les femmes font la pluie et le beau temps en ce moment? Alors, pardon, j'ai la bouche pleine. Continuez. C'est le propre d'un... Ah bah continuez, moi j'ai plus rien à dire. hein. Je viens de présenter les 20 premiers visages qui seront dans la liste qui porteront le projet Renouveau Bordeaux. C'est pour ça que j'étais légèrement en retard. C'était à 18h ce soir. Mon équipe, elle sera profondément renouvelée, naturellement paritaire. J'ai dit que le poste de première adjointe serait donc confié à une femme. Et on a par ailleurs construit un projet qui porte, je crois, très haut la question de l'exigence d'égalité entre les femmes et les hommes. Hier soir, par exemple, j'étais dans une marche exploratoire. Qu'est-ce que c'est une marche exploratoire ? Avec une dizaine de femmes et quelques hommes qui étaient là avec nous. C'est parcourir l'espace public dans la ville, le soir tard. On était entre 22h et minuit. Et les femmes se déplacent et notent quels sont les lieux dans l'espace public où elles ne se sentent pas à l'aise, en insécurité. Qu'est-ce qui les rassure ? Qu'est-ce qui les insécurise ? Est-ce que la ville, elle est accessible partout, à toutes ? Je ne le crois pas. On a appliqué des méthodes qui ont été utilisées notamment à Montréal, qui ont été très loin. Transformons la ville, l'espace public, au regard de cette exigence-là. Et donc la question c'est un exemple, mais la question de l'exigence de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'espace public, dans la vie politique locale, sur toutes les dimensions-là, en termes de sécurité, j'y reviendrai sur la lutte contre le harcèlement, elle est vraiment au cœur de notre projet. Et d'ailleurs, je vais sortir dans quelques jours, et je vous l'enverrai, un livret qui raconte notre ambition pour faire de Bordeaux une ville pour toutes les femmes et tous les hommes.
en reprenant toutes nos propositions égalité femmes-hommes au regard de différents prismes. Vie politique locale, espace public, sécurité, développement économique. Mais cette qualité-là, nous l'avions il y a quelques années. Ça s'est dégradé là, depuis 5 ans. Hein. Même un peu plus, Oui, même. Ouais. Je pense. Parce qu'avant, on pouvait se promener tranquillement. Regardez-moi hier soir, rue Élie Gintrac, près de la Victoire, et qui vous amène jusqu'au Capu, Porte de Bourgogne, sont des lieux, et c'est pas moi qui le dis, je ne ressens pas la même chose, et c'est normal, mais toutes les femmes qui nous ont accompagnés à faire des marches exploratoires, on les a fait dans tous les quartiers, à la Benoge, à Bacalan, au Grand Parc, dans l'hypercentre, la Dalle de Mériadec. On a croisé des jeunes femmes apeurées qui ont dit qu'elles ne reviendraient plus jamais au bowling parce que c'est dans le noir complet pour trouver l'entrée du bowling sur la Dalle de Mériadec. C'est des choses des fois très simples quand même. Et donc cette question-là, elle est au cœur de notre projet. L'insécurité est beaucoup plus présente aujourd'hui quand même. Il faut quand même en avoir conscience. Moi je vais vous dire, là, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. La question de la sécurité, elle s'est un peu imposée comme un thème de campagne. La préfète vient de publier les résultats sur le plan de l'insécurité en Gironde, hier. Qu'est-ce que ça dit ? Augmentation des vols, augmentation des cambriolages, des vols violents. C'est vrai. Le harcèlement dans la rue, dans les transports, pour les femmes, la parole s'est libérée sur cette question-là, c'est vrai. Donc je pense que c'est un sujet sur lequel il faut apporter des réponses très concrètes. Moi, par exemple, j'ai dit, je pense qu'il n'y a pas assez de policiers municipaux. On ne les voit pas assez sur le terrain. Et pour sécuriser l'espace public, pour sécuriser, lutter contre les incivilités, les conflits de voisinage, il faut une police municipale de proximité. C'est-à-dire qu'il faut plus de policiers municipaux. J'ai proposé d'augmenter de 50% les policiers municipaux pour les passer à 200. Parce que la ville, vous le disiez, la ville elle a grandi, elle s'est transformée. Il faut adapter notre ville à sa taille. Le petit Paris, Et puis, je veux l'organiser en très grande proximité. Moi, mon projet pour la ville, je dis, c'est à la fois la ville de demain et la ville la plus proche possible. Parce que c'est-à-dire une ville de quartier. Oui, 16 quartiers au lieu de 8 aujourd'hui. On passe de 8 à 16. Je crois vraiment à ça. Je crois qu'on est très attachés. Mais comment vous allez passer de 8 à 16 ? Je voudrais vous répondre, finir de répondre sur la technique. Centre, là, c'est vraiment les 8 quartiers. Bordeaux. Je reviens là-dessus, mais je voulais vous dire. Donc, on passe à 16 quartiers et dans chacun des quartiers, une brigade de la police municipale qui connaît les coins de rue où ça pose des difficultés, qui connaît les commerçants, qui peut être interpellé par les habitants parce qu'ils sont connus et reconnus. Et je crée une brigade dédiée à la question du harcèlement. Où sont les yeux où ça se passe ? Expérimenter la police des transports métropolitaine. Prendre cette question-là à bras-le-corps. Quand même, sur cette histoire de sécurité et en même temps de transmission et en même temps d'éducation, on ne peut pas se servir un peu plus de la culture à Bordeaux ? Ah oui. C'est pas un levier, ça, qu'on peut utiliser ? J'allais y venir en disant que la comparaison avec Paris s'arrête peut-être à la frontière de la culture. Déjà, T'as raison. Déjà au niveau du divertissement, peut-être, d'une part, mais surtout, c'est pas un levier, c'est pas un prisme qui peut permettre quand même de faire aussi de la prévention, de l'éducation, de la socialisation, de la rencontre, de l'échange. On ne peut pas renforcer un peu ce biais-là quand même à Bordeaux ? Je pense que sur la question de la sécurité, il y a un levier fondamental. Je ne sais pas si c'est la culture, l'accès à l'art. Ce qui est certain, c'est que la prévention, elle est indispensable. Attention, c'est pas l'accès à l'art. Je vous parle pas de ça. Je vous parle d'utiliser des lieux culturels pour se servir en fait d'un prisme plus accessible pour permettre d'éduquer. Voilà. L'école fait son boulot, c'est une chose, mais en fait en périphérie, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui pour qu'on puisse rencontrer des jeunes de banlieue et puis les éveiller à des tas de choses. Donc il ne s'agit pas juste d'apprécier un tableau, mais de faire, de trouver d'autres activités pour faire, et du coup d'éduquer, et du coup de se rencontrer, et du coup d'avoir des lieux aussi d'échange dynamiques. Vrai, mais attention, notre problème de la sécurité, c'est pas toujours le problème des jeunes de banlieue qui arriveraient dans la ville. On a un sujet qui renvoie à la jeunesse quand même, et qui est un phénomène nouveau dans Bordeaux, donc il faut le dire, il faut poser des mots. C'est les mineurs non accompagnés. On a des jeunes en errance totale, parfois migrants, qui arrivent, qui ne sont pas majeurs, qui sont livrés à eux-mêmes. Ils sont même très jeunes quelquefois. Ils sont très jeunes, livrés à eux-mêmes dans la ville. Ils commettent des vols, ils sont impliqués dans des cambriolages parce qu'ils sont eux-mêmes victimes et utilisés
pour commettre ces actes, des fois violents, des fois de cambriolage. Donc notre enjeu en termes de prévention, c'est même, j'allais dire, avant même de leur permettre un accès, une sensibilisation à l'art, qui permet aussi de revenir dans la cité, dans une vie, je dirais, plus normale, c'est les sortir de la rue. On a beaucoup de jeunes dans la rue. Et quand vous discutez avec les services de police, ils vous disent que ce sujet-là, il est fondamental. Donc il faut qu'à la fois la ville, mais avec le conseil départemental, avec les associations, on ait un effort considérable pour les sortir de la rue. Parce que sinon, on ne luttera pas contre les incivilités, les vols et les cambriolages. On les sort de la rue pour les mettre où ? Voilà. C'est là où je vous dis que l'accès à la formation. Parce que ces jeunes-là, il faut aussi les préparer à avoir un métier, les remettre dans une situation avec des formes adaptées d'apprentissage. L'autre jour, par exemple, j'étais dans la première ferme aquaponie à Lormont. L'aquaponie, c'est quoi ? Des strates de culture. Voilà, c'est en fait de la culture uniquement en eau. Vous avez des truites d'un côté. Vous prenez l'eau des truites qui alimente en nutriments la végétation et on fait pousser des salades et tout ça, mais hors sol, juste dans l'eau. C'est incroyable, ça consomme très peu d'eau, c'est un circuit court. Les restaurants de Bordeaux s'y fournissent. Et là, le fondateur de cette ferme, Aquaponie, il avait notamment un mineur non accompagné qui avait été identifié par une association, mis dans la ferme pour essayer de retrouver. Voilà, il faut les accompagner. Et donc, qu'à un moment, il y a aussi un accès à l'art, à la culture. C'est pas la même chose, on parle pas de la même chose. Parce que là, vous parlez... d'abord, il faut les identifier et puis les sortir. Non, mais on parle pas de la même chose parce que là, vous parlez en fait de mineurs qui sont en situation d'urgence. Ouais. Moi, je vous parle de... Vous parliez de sécurité, c'est pour ça que je vous dis ça. Ok. Le lien avec la sécurité, pour moi, il est là. C'est sûr que ça suffira pas, mais en fait, avant, il faut déjà évoquer une question de langue, de cocon rassurant, enfin voilà. Après, j'ai envie de dire ça. C'est probablement une poignée très importante et j'entends bien ce que vous nous dites, mais après, il n'empêche quand même qu'à Bordeaux, il existe des lieux culturels que les Bordelais ressentent comme un peu vides et sur lesquels on attend non seulement des expositions et de l'animation, mais aussi du dynamisme, du lien. Bordeaux était quand même une ville très dynamique. Très dynamique. Le jabanisme culturel. Froment, la Fosse, Sigma, le CAPC. Oui, mais maintenant c'est quoi bordelaise. Le CAPC, plus personne ne sait où c'est même. Bon, mais c'est vrai. Bon, le CAPC, il y a quand même une nouvelle patronne qui s'appelle d'ailleurs Sandra Patron, qui vient d'arriver, donc il faut. Qui fait des super expos. Hein. Non, mais il faut. Oui, mais voilà, le CAPC. Mais il y a un énorme problème de fréquentation. CAPC. Oui. Donc justement, il y a une dynamique. Si, mais on a un sujet, je crois, sur notre. On a de magnifiques institutions. Il faut le dire, quand même. On a de la chance parce que vous comparez, vous dites par rapport à Paris. Il faut quand même se dire la vérité. On n'a pas la taille de Paris non plus. Ce n'est pas complètement anormal. Mais non, c'est un peu... Non, mais non, bien sûr, mais il pourrait y avoir une vie. Donc c'est possible. Il y a eu une période. Bon, on a des acteurs. On a l'ONBR. On a des musées. On a des acteurs locaux innovants. Je pense à tous ceux qui viennent de recevoir un prix, la Fabrique Polar, sur la rive droite. Donc, il y a quand même... Et puis, il y a aussi une ville culturelle qu'on ne voit pas toujours, qui existe. Le sujet, c'est qu'elle ne rayonne pas beaucoup. Et ne travaillent pas beaucoup ensemble, en fait. Ils ne travaillent pas beaucoup ensemble. Donc, le sujet de la ville, c'est pas de faire la politique culturelle à la place des acteurs culturels. On va pas se substituer. Moi, ce qu'il faut, que les élus, que le maire, son équipe, son adjoint à la culture, ils aiment ça, ils les soutiennent. Mais une politique culturelle, vous faites référence à cette époque du chabanisme culturel, où il y a eu... Elle était incarnée par des figures. Des gens qui prenaient des risques. On parlait de Roger Lafosse, de Froment, c'était des figures. Donc, des sacrés personnages en plus. Il faut qu'on retrouve des personnages de la vie culturelle qui prennent des risques, qui fassent travailler les institutions ensemble. L'autre jour, je dînais avec Raphaël Pichon, qui est un jeune chef d'orchestre, qui est à la tête de Pygmalion, qui est en résidence à Bordeaux, à l'Opéra. 35 ans, il a plein d'idées, il a envie d'aller jouer au CAPC, tout ça. Donc il faut qu'on fasse monter des figures culturelles indépendamment de la mairie. C'est pas l'adjoint à la culture, qui va dire cette année on va faire ça, vous allez voir. Il faut que ça vienne aussi. Mais il faut leur laisser de la liberté. Ce qu'il faut qu'on retrouve, c'est la prise de risque. Et demain, on retrouve, si on accepte de prendre des risques, de faire travailler les institutions ensemble autour de thématiques,
alors peut-être qu'on aura cette attractivité culturelle que d'autres villes ont réussi à faire pour faire rayonner leur ville. Je pense à Nantes, je pense à Lille. Maintenant Marseille avec cette orientation sur la Méditerranée avec le MUSEM. Mais aujourd'hui, on est un peu figé. On est un peu figé quand même. On est endormi de ce côté-là, on est encore la belle endormie voilà. de ce côté-là. Et après, là où je vous rejoins, c'est le rayonnement, mais je pense que la culture, c'est surtout aussi la proximité, l'accès à. Et moi, je souhaite que dans les nouveaux quartiers, tous les 6 mois, on met un quartier à l'honneur avec une opération carte blanche. Carte blanche, c'est quoi ? On laisse les acteurs culturels, on demande aux institutions de la ville d'y contribuer. Et localement, les habitants, les acteurs culturels, pendant 3 jours, c'est la fête dans ce quartier. Culture. Ça permettra pendant 3 jours de mettre à l'honneur Bordeaux Sud, qui de Bacalan, qui de la Bastide, qui de l'Hypercentre, feront vivre la vie culturelle et la vie de la ville. Ce qui permettra à des gens qui ne se déplacent pas beaucoup dans Bordeaux, qui ne connaissent pas les autres quartiers, d'aller voir les autres quartiers, de mêler les pratiques amateurs et les pratiques professionnelles. Vous parliez de l'insécurité. Je pense que quand on n'a pas d'emploi, de source de revenus, forcément, ça crée des envies, des envieux et des... Et ça crée aussi cette insécurité aussi, parce qu'il y a de la jalousie. Non, mais vous avez raison, on n'en a pas fini avec le chômage à Bordeaux. Hein. Il y a 30 000... je trouve que ça manque quand même de... Il y a 30 000 demandeurs d'emploi à Bordeaux. C'est plus que la moyenne... Non, mais c'est en nombre, ça veut dire qu'on a toujours un sujet d'emploi. Et donc, on a à la fois beaucoup de demandeurs d'emploi sur Bordeaux, et on a maintenant plus de la moitié des entreprises bordelaises qui nous disent on n'arrive pas à recruter. Ah bon ? Ah oui, plus de la moitié des entreprises bordelaises qui n'arrivent pas à recruter. Pour plein de raisons différentes. Pas les bonnes compétences. Donc qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'on se met autour de la table avec Alain Rousset, le président de la région, l'université, les écoles, et on se dit bon voilà, les entreprises, c'est quoi vos besoins de recrutement dans les 4-5 prochaines années ? Comment on fait concrètement ? Ce truc-là, c'est un énorme gâchis. Vous pouvez nous interroger. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment le gros souci. C'est à la fois les formations, les compétences, les qualifications, et puis aussi d'impulser de nouveau la notion de travail. Le sens de l'effort. Le sens de l'effort. On va dire que la jeune génération aujourd'hui pense que l'effort... c'est accessoire. C'est accessoire, c'est pas nécessaire. On va dire aujourd'hui, nous, on a dans mon domaine d'activité, dans le domaine viticole, on a pénurie. On a pénurie de tractoristes, on a pénurie de caristes. Là, et pourtant, on embauche on pourrait embaucher à tour de bras. On est en capacité d'intégrer tellement de jeunes ou même de moins jeunes, parce qu'il y a aussi l'accompagnement des 10 seniors, ceux qui ont perdu leur emploi et qui seraient capables aujourd'hui de travailler encore 5 ou 10 ans dans des structures qui sont tout à fait déjà de proximité, qui sont tout à fait capables de les intégrer. Donc là aussi, il y a quand même ce gros souci, on va dire, d'emploi. En fait, il y a une inadéquation entre ce qu'on est capable d'offrir. Bordeaux, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le vin. Les emplois locaux. Le vin, on va dire après l'aéronautique, mais il y a le même problème dans la restauration d'ailleurs. Il y a beaucoup de restaurateurs dans la vigne qui n'arrivent pas à trouver des gens et à fidéliser leurs équipes. Alors, il faut aussi à part à la réserve, bien sûr. Ah oui. et moi, je crois que ce que vous dites, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est quoi dans 10 ans, dans 20 ans, à Bordeaux, quel nouveau secteur on aura fait émerger ? Chaban est arrivé, il a réussi, par une décision d'ailleurs politique, de faire venir ici l'aéronautique militaire. Bon, on n'est plus du tout dans le même contexte. Moi, je crois beaucoup qu'on peut, et notamment sur la rive droite, créer un écosystème autour de la transition écologique, de la formation, aux nouveaux métiers. C'est que le rapport du GIEC, par exemple, il dit sur le réchauffement climatique, un des obstacles devant nous, c'est qu'on n'a en fait pas les bonnes compétences, on n'a pas assez formé à tous ces métiers. La formation, la création d'entreprises, y mettre nos chercheurs, y mettre notre université. Et faire un écosystème, on se dit, on va faire de Bordeaux la ville modèle, la ville exemplaire, la première ville sur cette question-là. Mais pas uniquement sur le mode, on a planté des arbres. Sur le mode, ça, c'est un autre nouveau dada aussi. On en a fait. Non, j'y reviendrai. On doit en faire. C'est un secteur qui peut, demain, créer des emplois. On peut le faire par l'innovation. Et compléter l'identité économique aussi de Bordeaux en disant c'est aussi l'écosystème où il faut être, qu'on est à l'avant-garde sur cette question-là. Parce qu'on a des universités, on a des entreprises de grande qualité qui sont capables de le faire. On a également des start-up dans ce secteur-là. Donc, un écosystème dédié à la transition écologique qui fasse demain de Bordeaux la première ville sur cette question-là. Mais pas uniquement parce qu'on aura été
dans notre vie quotidienne exemplaire, parce qu'on a un retard considérable sur la place des arbres, dans la ville, sur la gestion des déchets. Mais moi, je suis pas. Il faut rattraper notre retard, mais il faut aussi nous projeter dans la décennie qui vient. Et je pense que cette question-là, elle peut nous permettre, voilà, d'être la première sur le plan de l'innovation, de la création d'emplois dans ce secteur-là. Moi j'ai un cadeau, j'ai apporté en fait 10 réveillons littéraires de la part des Happy Curieuses. Thomas Cazenave, quelle est votre définition de la meilleure fête ? La meilleure fête ? Ouais. Les meilleures fêtes, celles que je passe avec mes plus proches. Vous parlez de mes relations amicales. Souvent, je peux pas toujours voir et tout ça. Les meilleures fêtes, celles que j'ai passées avec elles aux quatre coins de la France, quand on part en vacances, en groupe et tout ça. C'est pour moi les meilleures fêtes. Celles que je passe avec ceux avec lesquels j'ai noué Vous avez des liens. grandi ? Ben ouais, un peu. Voilà, c'est souvent les meilleures fêtes, je vais vous dire. Voilà. Merci. Thomas merci. Cazenave, merci beaucoup et Merci. rendez-vous le 15 mars. 15 mars. devant les urnes. Et pas autour d'une table aussi, si on veut. Allez, un verre de vin. Avec les Happy Curieuses. Bon, merci à vous pour votre invitation. À bientôt.